Le budget du Cameroun pour l'année 2024 est en étude à l'Assemblée nationale depuis vendredi dernier. Ce soir, nous nous approprions le contenu pour analyser les solutions en contexte d'inflation. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à cette autre édition du débrief de l'actu sur Canal 2 International. Eh bien, les différentes casquettes de nos invités nous permettront d'analyser le dit budget sur différents angles. À ma gauche, Alexis Medjouan, il est expert fiscal agréé CEMAC. Bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir Monique. Bonsoir également à mes deux copanélistes. Et nous osons croire que nos multiples contributions permettront aux contribuables et à tous vos millions de téléspectateurs de s'imprégner et de s'approprier véritablement la loi des finances qui s'annonce, qui est encore un projet, mais qui ayant déjà été adopté hier au niveau de l'Assemblée nationale, va suivre son cours et certainement sera définitivement adopté et promulgué avant la fin de cette année. Très bien. Alors, la loi de règlement de 2023 n'étant pas encore élaborée, on peut tout de même se fonder sur celle de 2022 pour vous demander, à vous qui êtes technicien du domaine, ce budget vous semble-t-il réaliste? Un budget est avant tout une projection, une prévision. Et lorsqu'on adopte un budget, c'est sur la base d'un certain nombre d'indices économiques, notamment les prix du pétrole, le prix de certaines matières premières, qui permettent de faire des projections. Voyez-vous, depuis bientôt 4 ans, chaque année, en cours d'année, plus précisément au mois de juin, notre budget connaît souvent des ordonnances rectificatives. Ouais. Preuve que l'environnement économique est très instable et certaines données varient et changent parfois brusquement. Donc dire que ce budget est réaliste et qui ne peut pas connaître de changements, ce serait un peu fait de la préjudication. Mais j'ose quand même croire que contrairement à l'année antérieure, ce budget n'a accru qu'en valeur relative de moins de 1% et en valeur absolue d'environ 12 à 13 milliards. Donc ce qui, contrairement aux années antérieures, le budget est resté presque constant. Donc sur cette base, nous osons croire que ce budget sera réalisé tel qu'il est adopté. Et c'est justement sur le volet de la constance que nous allons interroger notre invité. Il est à ma droite, Patrick Rifoué, communicant sur le coup, mais il est enseignant d'université, notamment à l'université de Douala. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Monique, bonsoir aux copanélistes. Alors, nous allons commencer par une lecture transversale de ce budget. Il est en augmentation de 13,2 milliards de francs CFA. On va parler d'un pourcentage de 0,2%. Alors, par rapport à l'année dernière, est-ce qu'il tient compte des conditions de vie des populations? Nous sommes en situation d'inflation continue. Oui, mais écoutez, je pense que quand on élabore le budget, et en la matière, l'État, comme tout bon chef de famille, tient compte à la fois de l'environnement international et puis de l'environnement national. Avant d'en arriver à l'environnement national, il faut rappeler que nous avons quand même une situation internationale qui est soumise à de la volatilité de certains de ces paramètres, notamment en raison des deux conflits que nous avons actuellement. Le conflit en Ukraine qui oppose quasiment la Russie à l'Occident, et puis le conflit entre Israël et la Palestine, qui est un conflit qui implique plus ou moins un certain nombre de pays arabes qui trouvent inacceptable le sort qui est fait aux Palestiniens. Donc, vous avez ce contexte-là qui va avoir des effets certainement sur la conjoncture internationale et sur le plan interne. Vous avez effectivement, vous l'avez indiqué, un certain nombre d'enjeux auxquels nous devons faire face. L'inflation, c'est le premier enjeu auquel nous devons faire face et je crois que le budget essaye d'adresser cette problématique-là. Vous avez la conjoncture sécuritaire qu'il faut
consolider, notamment en accélérant la reconstruction des régions du nord-ouest et du sud-ouest, et puis la région de l'extrême nord. Et puis, vous avez le renforcement de la cohésion sociale et de la gouvernance. Ce sont un certain nombre d'enjeux que le budget essaye d'adresser en apportant des solutions. Et puis, dernière chose, c'est quand même un budget qui s'inscrit dans la droite ligne de la SND 30 et de la politique d'impôt-substitution qui a été défini dans ce cadre-là. Vous avez parlé de Constance tout à l'heure. L'an dernier, un certain nombre de mesures étaient contenues dans le budget 2023 visant à inciter à l'impôt-substitution. Il y a de nouvelles mesures dans la loi de finances qui est en train d'être discutée au Sénat en ce moment, qui visent toujours à renforcer cette politique d'impôt-substitution qui devrait faire du bien à notre balance commerciale à terme. Nous allons justement en faire un pan de cette émission. La SND 30, ses objectifs, l'enveloppe financière dont il a besoin justement pour se réaliser. Dominique Yamtimba, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Madame Naousséye, merci de m'avoir invité. Vous êtes philosophe et un habitué de ce plateau. Alors, aussitôt déposé ce budget à l'Assemblée nationale, le Fonds monétaire international rapidement a émis des réserves sur la viabilité du dit budget, arguant justement que si le Cameroun continue à maintenir le niveau de subvention de ses produits, notamment les produits pétroliers, on n'y arrivera pas. Vous y souscrivez? À quoi? Au budget ou aux remarques du FMI? Aux remarques du FMI. Le budget, il est aussi faux que les remarques du FMI sont fausses. Donc, je ne souscris à rien de tout ça. Tout simplement. Notre budget a énormément de vapeur d'eau. Il n'y a rien de consistant en réalité, parce que ce n'est pas ça un budget pour un État. On a l'impression, quand on regarde ce budget, que c'est le budget d'un service. Et ce qui est agaçant, c'est de constater que c'est un budget. Si vous prenez ce budget, vous prenez le budget du Cameroun en 1960, ou le budget du Cameroun du territoire sous tutelle du Cameroun en 1948, il n'est pas différent. C'est exactement la même chose. C'est comme si les années passent et puis vous avez des gens qui répètent exactement les mêmes histoires, encore que le budget, peut-être même du temps de la tutelle, était beaucoup plus élaboré. Qu'est-ce qui vous semble constant dans ce budget? Non, je ne vais pas aller chercher de la constance. La seule chose, vous me demandez de la constance, en réalité, dans le cadre de ce qui aurait de la qualité. La seule chose constante, c'est que c'est un mauvais budget. Et le FMI ne fait pas de remarques parce que le FMI aime le Cameroun. Parce qu'il est mauvais. Je vais vous le dire. Le FMI ne fait pas de remarques parce que le FMI aimerait le Cameroun, parce qu'ils veulent le bien du Cameroun. Le problème du FMI, c'est que l'argent que l'État met dans les subventions des produits pétroliers devrait prioritairement être orienté vers le paiement de la dette extérieure. Voilà le problème du FMI, parce que le FMI, en fait, il faut laisser les grands mots au Fonds monétaire international, c'est un huissier. Et ce huissier veut que les ressources disponibles aillent vers ses clients ou ses mandataires. C'est pour ça que quand l'État du Cameroun veut subventionner les produits pétroliers, le FMI n'est pas content. Donc ce n'est pas pour notre bien. Le budget est mauvais en quoi? Ce budget est mauvais parce que lorsque vous avez des gens qui viennent claironner toute l'année, oui, l'import-substitution, oui, il vous dit, ouais, il y a un conflit entre la Russie et l'Ukraine, il y a un conflit entre la Palestine et Israël. Ça a commencé hier. La Palestine et Israël, ça n'a rien à voir avec ça. Pendant le même temps, les gens vous disent le contexte international, mais ils ne vont pas vous dire que pendant ce temps-là, le PIB de la Russie, lui, il a augmenté. Il est supérieur à tout le PIB de l'Union européenne. La croissance de la Russie est supérieure à la croissance de toute l'Union européenne. Ils ne vous disent pas que le petit Burkina Faso, pendant le même temps, vient de gagner 2800 milliards de francs CFA de plus. Ils ne parlent pas de ça. Ils ne vous disent pas que dans le même moment, toute l'Asie du Sud-Est fait de bonnes affaires. Et ils commencent là à vous raconter les histoires de la Russie et de l'Ukraine. Ça, quoi va avec le Cameroun? C'est la Russie et l'Ukraine qui vont permettre de produire du macabo et du manioc ici? Pas du tout. Il n'y a aucun lien avec ça. Le problème que nous avons... La réalité est que notre économie est fortement dépendante des importations. C'est une réalité. Nous n'avons pas d'économie. Et ceux qui font ces budgets, j'ai le sentiment qu'ils ne comprennent rien à l'économie ou ils ne savent pas. Ils ne savent pas ce qu'on appelle l'économie. L'économie, c'est deux choses fondamentales. Produire, distribuer. Quand vous regardez ce budget, on produit à quel moment?
On distribue où? Dites-moi dans ce budget à quel moment est-ce qu'on produit. Vous avez des gens qui disent on va faire 600 km de route, il va donc y avoir des garde-fous pour au moins 300 km de long. Ils ont une usine qui produit de l'aluminium. Il ne leur vient pas un seul instant à l'esprit de penser qu'il faut qu'ils créent une usine qui fabrique les garde-fous pour valoriser leur aluminium. Et ils se plaignent tous les ans. Ouais, Alucam a des problèmes. Vous croyez que les problèmes d'Alucam vont finir comment? Vous avez des gens qui sont assis là, vous avez 100 sénateurs, 180 députés, vous avez 300 000, 400 000 fonctionnaires. Ils sont assis, ils vous sortent un document dans lequel ils vous disent « Oui, l'import substitution est monté et descendu ». Ça porte sur quoi? Le Premier ministre qui vient présenter cette affaire à l'Assemblée nationale, il dit non, vraiment, il faut qu'on arrête les habitudes de consommation extraverties. Le type est habillé entièrement à vêtements importés. Mais comment il donne l'exemple? S'il était venu avec les tissus de chez nous, du nord, du sud, de l'ouest, du nord-ouest, etc. Mais en politique, les symboles comptent. Mais vous débarquez là, monsieur, vous avez un joli costume qui est importé, vous avez des lunettes importées, vous portez des manchettes importées, on ne fabrique pas au Cameroun, donc tout ça est importé. Et vous venez quand même demander au reste du peuple de faire des efforts pour mettre fin à ces habitudes de consommation extravertie, alors que vous êtes le prototype même de la consommation extravertie. Quelle est cette contradiction là-dedans? Merci beaucoup pour votre première prise de parole. Je vous ai dit, les premières minutes seront consacrées à une lecture transversale de ce budget-là. On va entrer dans le vif du sujet avec Alexis Medjouan. Je l'ai présenté dans le TAM comme un expert fiscal agréé en douane. C'est votre matière fiscalité. Autant pour moi. Merci beaucoup. Voilà. Si on rentre justement dans les méandres de ce budget-là, il est démontré que le Cameroun, avec le FMI, vient de vivre un certain repoussement, un certain prolongement des délais dans le cadre du projet FEC, Facilité élargie de crédit, pour quelque temps encore. Maintenant, sur le plan local, quels sont les points ou alors les dispositions dans ce budget-là qui sont prises pour permettre de collecter de l'argent, ne serait-ce que sur le plan local, sans être forcément de dépendre de ces crédits interminablement? Ok, merci Madame Naoussi. Je remercie déjà mon companiste, Monsieur Timba, pour avoir jeté un peu cette pavée dans la mare avec tout ce qu'il a développé, que je partage, je souscris en partie à tout ce qu'il a développé. Mais il pose un problème de l'acceptabilité de nos lois de finances ou bien de nos budgets par le peuple, qui en réalité voudrait de plus en plus s'attendre à ce qu'on ait des budgets portés vers le développement. Parce que quelque part, il y a deux fonctions majeures de nos budgets qui sont délaissées depuis des années par nos gouvernants. C'est-à-dire la fonction développement, interventionnisme dans l'économie, et la fonction sociale que devraient aussi porter les budgets, voire les impôts et taxes. C'est cette fonction-là qui manque. Il y a également, par ricochet, le fait que nos gouvernants ne font jamais l'auto-évaluation. Dans la préparation de cette émission, vous m'avez demandé quelle est la situation finale du budget de l'année 2013. Je vous ai dit, c'est l'année prochaine. 2023. Pardon, 2013, pardon. Je vous disais, c'est l'année prochaine que nous aurons la loi de règlement pour 2023. Donc, il y a Donc, il y a
être le maillon essentiel du développement des nations. Comme pour dire que le FMI s'immixe dans notre gestion pour leurs intérêts, simplement parce que nous avons l'habitude de leur tendre la main. Pourtant, le jour où nous maîtriserons en interne nos recettes en les recouvrant au maximum, et surtout, le jour où nous ferons bon usage de ces recettes, je pense qu'à ce moment-là, on pourra décoller. D'accord, c'est compris. Et à votre suite, je vais rappeler que c'est depuis la main tendue au FMI dans les années 1985 que nous avons eu notre premier programme d'ajustement structurel, suivi des dévaluations, etc., rendu à plus de 35 ans après. Patrick Rifoué, avons-nous tiré des leçons de notre collaboration avec le FMI? Est-ce qu'on peut faire sans le FMI? Non, écoutez, je pense que nous sommes sous programme avec le FMI depuis 2017. On avait signé, on avait un premier programme sur 3 ans qui couvrait la période 2017-2018. Et puis, à partir de 2021, on a signé un nouveau programme facilité élargi de crédit, plus mécanisme élargi de crédit qui portait à peu près sur 700 millions de dollars. C'est un programme qui a grosso modo 4 principaux objectifs. Mon copanéliste a évoqué tout à l'heure le fait qu'il y a une amélioration sensible du recouvrement des recettes locales. C'est le premier objectif de ce programme-là. Le second, c'est la mise en place du compte unique du Trésor qui va faire en sorte que les ressources de l'État qui sont logées dans les banques soient rapatriées au Trésor. Le troisième objectif, c'est la limitation des risques qui sont induits par un certain nombre d'entreprises que l'État possède et qui créent souvent un risque de surendettement pour ce dernier. Et puis le dernier objectif, c'est l'optimisation de notre endettement. Et l'optimisation de notre endettement passe justement par la limitation du recours à un certain nombre de prêts et donc la maximisation du recouvrement des recettes, que ce soit les recettes douanières ou alors les recettes fiscales. Mais en 2017, quand nous allons au FMI, c'est une décision de la CEMA qui recommande à tous les États de la zone de signer un programme avec le FMI. Nous l'avons fait, on a renouvelé ce programme-là en 2021. Ce qui me semble important d'indiquer, c'est que le président de la République... La condition affichée à l'époque, c'était d'éviter une dévaluation. Les présidents, Idriss Déby, le président Paul Biya et ses confrères ont freiné des 4 fers pour qu'on n'y arrive pas. Ce que je sais de cette histoire, c'est que ce n'était pas vraiment la dévaluation qui nous pendait au nez. Il y avait un certain dérapage, il y avait des dérapages dans la gestion des recettes pétrolières à ce moment dans un certain nombre d'États et un certain nombre de nos ratios n'étaient pas rassurants. Et c'est la BEAC qui avait sollicité le FMI pour tirer la sonnette d'alarme parce que quand elle faisait des alertes à l'endroit des États, les États n'écoutaient pas. Donc ils ont simplement sollicité le FMI en se disant peut-être si on passe par le FMI, eux ils seront mieux écoutés que nous qui sommes là et qui leur disons faites attention à la manière dont vous gérez vos ressources. Donc il n'a jamais été en réalité question de dévaluer et c'est un problème qui commence en 2014. Vous allez faire mentir les experts de la BEAC que nous avons reçus sur ce plateau. Nous allons continuer justement, on va rester sur le fond du sujet justement. J'ai dit tantôt, nous sommes en contexte d'inflation. L'année 2023 a été marquée par un taux qui oscille entre 6,5 à 7% et le précédent budget ambitionne ramener cette inflation-là à 3%. Sur quel levier compte-t-il s'appuyer ? Si on reste dépendant des dettes, on continue de s'endetter, on continue à courber les chines encore devant les institutions de Bretton Woods. Bon, je pense qu'il faut expliquer l'inflation de manière très simple à ceux qui nous écoutent. Quand on parle de l'inflation, il s'agit de l'augmentation des prix des produits que nous consommons. Et quand il y a inflation, ça signifie que vous perdez du pouvoir d'achat. Autrement dit, quand vous avez 100 francs au moment T1, c'est-à-dire aujourd'hui, et que les 100 francs vous permettent d'acheter 10 beignets, quand vous passez de T1, c'est-à-dire aujourd'hui, à T2, c'est-à-dire demain, les 100 francs qui vous permettaient d'acheter 10 beignets ne vous permettent plus que d'acheter 8 beignets. C'est ça l'inflation. Mais ça se mesure à travers un panier de biens et on
dit il y a un taux d'inflation. Là, dans le cas du Cameroun, effectivement, les prévisions sont attendues entre 6 et 7,2% pour l'année 2023. Après, je crois, 6,9% pour l'année pour l'année 2024. Pour 2024, pour 2024 il a attendu 5,8 les projections. Oui. De pourcent. Et l'année dernière, nous étions à 6,9%. Voilà, 6,9%. Je dis 7,2 parce qu'effectivement, les prévisions divergent. Il y en a qui estiment qu'on va avoir une inflation autour de 7,2. Les 5,2%, c'est ce qui est prévu dans le projet de loi des finances. 5,8. Voilà, les 5,8, c'est ce qui est effectivement prévu dans le projet de loi de finances, mais tous les spécialistes, il n'y a pas un consensus là-dessus. Effectivement, la prévision du gouvernement peut se réaliser, comme l'INS peut nous dire au premier semestre 2024 que nous étions plutôt à 7%. Ça, nous n'en savons rien. Mais ce qui est constant, et je crois que vous tous, vous avez dû le constater, c'est que les prix ont continué à augmenter. Alors, comment est-ce qu'on fait? Parce que c'est la question que vous posez. Comment est-ce qu'on fait pour freiner, du moins, cette envolée des prix? Le premier levier, ce sont les prix de l'énergie. Parce que quand vous maîtrisez les prix de l'énergie, les prix ont tendance à se tasser. Mais quand il y a les prix de l'énergie qui s'envolent, effectivement, vous allez avoir une inflation parce que l'énergie, comme on dit en économie, l'énergie, ça infuse partout. Si vous transportez, vous devez répercuter les coûts du transport. Donc, s'il y a une augmentation, par exemple, sur les prix de l'essence, ce qui va se passer, c'est que le prix du plantain va augmenter, le prix du bâton de manioc va augmenter. Donc, on a une inflation qui n'est pas simplement liée au fait que notre économie, notre consommation soit extravertie, donc que nous consommions du blé qui vient de Russie et d'Ukraine, contrairement à ce que mon ami Dominique asserte. Effectivement, quand il y a la guerre dans ces zones-là, ça va avoir un impact sur notre consommation parce que nous consommons des produits à base de ces dérivés-là. Maintenant, la politique que le gouvernement a choisie pour lutter contre l'inflation, c'est de favoriser la production locale. En faisant quoi? Premièrement, en mettant un droit d'assiette sur un certain nombre de produits qui sont des produits importés. Et en la matière, ça ne concerne pas que la consommation des ménages, ça concerne également la consommation gouvernementale. Parce que sur le bois, sur les produits métalliques, ainsi de suite, il y a un droit d'assiette qui vise à surenchérir le coût de ces produits-là, de sorte que les gens consomment prioritairement ce que nous produisons. Et je souhaite et j'espère que le gouvernement va effectivement passer davantage des commandes aux entrepreneurs et aux producteurs locaux que de nous commander, je ne sais pas moi, du bois qui vient de Russie, du bois qui vient de Liban, ainsi de suite. Il faut consommer ce que nous produisons. Ça demande des investissements. Oui, il va falloir les transformer. Ça demande des investissements. Deuxième chose qui est mise en avant dans le projet de loi des finances pour faire en sorte de maîtriser l'inflation, ce sont les incitations. Vous avez un certain nombre d'incitations. Par exemple, vous avez une exonération de 50% sur l'importation des pièces qui rentrent dans l'industrie automobile et vous avez une exonération de 100% sur 2 ans sur tout ce qui concerne. Qu'à une ou deux entreprises. Nous allons interroger l'efficacité parce que nous allons interroger l'efficacité avant d'y arriver justement. Permettez, je suis dernière mesure. Allez-y en 30 secondes. Dernière mesure, vous avez une exonération de 100% sur ce qui rentre dans les énergies solaires, sur ce qui rentre dans la pêche, sur ce qui rentre dans la santé, ainsi de suite. Donc, ce sont des exonérations qui visent quand même à alléger le coût d'un certain nombre de services que nous consommons au quotidien. Alexis Medjouan, vous semblez dire que ces mesures-là ne vont pas profiter à une masse. C'est une minorité et donc, a priori, l'impact ne sera pas aussi sensible que cela. Non, l'impact ne sera pas sensible. Bien au contraire, l'analyse des nouvelles mesures contenues dans le projet de loi de finances inquiète à ce qu'on puisse stabiliser notre taux d'inflation. Quand je dis stabiliser, je me limite même au taux de l'année 2023, dans la mesure où, lorsqu'on l'observe, on a plutôt l'impression, vous vous souvenez, il y a de cela 2 mois, le ministre des Finances lui-même annonçait que la loi de finances 2024 verra l'entrée en vigueur de plusieurs de nouveaux impôts, comme pour dire l'élargissement fiscal, l'assiette fiscale se fera de manière plus accrue.
Je vais vous prendre quelques exemples. Il y a un élément qui est passé inaperçu depuis que ce projet a été déposé, que beaucoup n'ont pas vu. Voyez-vous, pour l'année 2024, notre loi des finances a accru les recettes non fiscales, dont les ressources non fiscales de l'État ont accru. Donc en fait même, nous comprenons... Qui sont lesquelles pour que nous Ces ressources, c'est comprenions? quoi? Ce sont des ressources qui ne sont pas contenues dans les missions de recouvrement de la Direction générale des impôts, ni de la Direction générale des impôts, ni de la Direction générale des douanes. Ce sont des recettes qui sont recouvrées par d'autres administrations. Parce que voyez-vous, auprès de plusieurs autres administrations, je pense ici à l'administration du commerce, au ministère de l'enseignement supérieur, au ministère de l'enseignement secondaire, à la pêche et de l'élevage, j'ai même vu le ministère de la culture. Il y a une traçabilité au niveau du trésor. On a institué pour toutes ces administrations un ensemble de recettes qui concernent parfois les frais d'agrément, les frais de renouvellement d'agrément, les frais d'homologation. J'ai même vu dans le secteur de l'audiovisuel, désormais, les frais d'accréditation. Dans le secteur médical, tous les médicaments, les frais d'obtention de l'agrément d'exportation des médicaments, tous ces postes ont connu un accroissement de tous ces frais. Parfois, c'était des frais qui n'existaient pas, qui désormais vont exister. Je prends un cas. Les importateurs de motos, désormais, il y a un agrément d'importation de motos délivré par le ministère du Commerce qui est annuel, qui est renouvelable annuellement. Tout ça a été institué. Lorsqu'on voit, c'est tellement au point où le poste des recettes non fiscales est parti de 15 milliards pour 2023 à 42 milliards pour 2024. Vous voyez ça, c'est passé du simple au triple. Bon, vous voyez que toutes ces administrations, tous ces opérateurs qui exercent dans ce secteur, lorsqu'ils verront désormais un supplément de frais, d'agrément, des paiements qu'il faut, bon, forcément les services qu'ils rendent vont s'accroître. Merci. Nous allons... pour terminer, il y a également un dernier point qu'il faut souligner. Oui. Qui va contribuer, qui ne va pas aider à maîtriser notre inflation, c'est qu'il y a un nouveau régime d'imposition qui est institué par la loi de finances 2024. Le régime des contribuables non professionnels. C'est-à-dire tous ceux qui ont des actifs, des actifs numériques, qui font des prestations de services dans les plateformes numériques, désormais seront imposés. Or, vous savez que c'est des personnes parfois qui n'ont pas de charges d'exploitation, qui permettent parfois d'alléger quelquefois les coûts de certains produits. Donc voilà autant de choses qui font douter, parce qu'au même moment qu'il y a ces genres d'augmentation, on peut douter de ce que l'inflation soit maîtrisée. La finalité de toutes ces impositions, de toutes les politiques, vous n'allez pas le contredire, c'est le bien-être des populations. Yam Timba, lorsqu'on a augmenté le prix du carburant à la pompe, il y a eu, entre guillemets, une augmentation des salaires. Au niveau de la fonction publique, au niveau du privé, ça n'a pas suivi. Ces différentes augmentations d'impôts, des taxes à gauche et à droite, laissent augurer de ce que l'année qui vient, les populations camerounaises devraient encore davantage tirer le diable par la queue, parce qu'on ne voit pas réellement l'amélioration de leurs conditions de vie. Tout ça est une gestion très incompétente de l'économie. Très incompétente, tellement incompétente qu'on se demande, est-ce que ces gars-là, ils sont sérieux? Je vais te parler de trois choses. Je parle davantage de l'amélioration de leur pouvoir d'achat. Non, j'y arrive. Je vais parler de trois choses qui vont vous permettre de répondre à votre question. La collecte des recettes publiques, l'inflation, et puis la question du coût de l'énergie. Sur la collecte des recettes. Mais non! Mais ce pays est largement en deçà de ses capacités de collecte. Vous ne pouvez pas avoir un PIB de 50 milliards de dollars, vous collectez à peine 4 milliards de dollars. Mais vous avez un problème. Vous êtes incompétent. Vous devriez en collecter au minimum 8. Ça coince à quel niveau? Mais non, après, où ça coince, je vais peut-être répondre à la fin. Vous devriez collecter au moins 8 milliards de dollars. Vous collectez 4 milliards, la planète tout entière entend comment on dit que vous avez explosé le plafond. Non, monsieur, vous n'avez même pas collecté la moitié, vous êtes incompétent. Le problème du Cameroun, c'est qu'on a du mal à se regarder dans les yeux, on ne sait pas se parler avec franchise. Vous avez un PIB de 50 milliards de dollars, ce qu'on attend, l'État, vous devez mettre sur la table de l'État 8 milliards de dollars minimum.
C'est tout. Ça veut dire quoi? Pour que tout le monde comprenne, 8 milliards de dollars, c'est environ 5 000 milliards pour simplement les impôts. On ne les a pas. On ne les a pas. Et les gens sont là, ils pensent qu'ils font quand même quelque chose d'extraordinaire. Non, nous avons des recettes très faibles et il faut qu'on réorganise ça parce que la vraie politique fiscale de ce pays n'est pas bonne. Deuxième chose, lorsque on parle de l'inflation, non, enfin, soyons sérieux. L'inflation, c'est pas d'abord c'est pas vraiment l'augmentation des prix. Ça, c'est le niveau basique. Ça, c'est l'illustration. L'inflation, c'est la perte du pouvoir de la monnaie. C'est pas ça. C'est pas l'histoire d'augmenter. Les prix, l'augmentation des prix, c'est une conséquence. Le vrai fond du problème sur le plan économique, c'est que vous avez une monnaie qui se dévalue en fait. C'est-à-dire qui n'a plus la même capacité, qui n'offre plus les mêmes contreparties. Et ça, c'est lié à quoi? C'est lié au fait que le dollar s'est accru par rapport à l'euro. Or, nous, on a une parité fixe avec l'euro. Donc, si le dollar, lui, il s'accroît par rapport à l'euro, en fait, l'euro perd du pouvoir par rapport au dollar et incidemment, en conséquence, le franc CFA perd de la valeur. Tout simplement, c'est ça la question de l'inflation. Et vous avez donc ces gens d'une incompétence notoire, incapables à la CEMAC et dans nos États de prendre la décision qui s'impose, c'est-à-dire d'avoir notre propre monnaie. Ils s'en vont pour endiguer cette chute du pouvoir d'achat. Ils s'en vont faire des alliances avec le FMI qui est un huissier qui veut qu'on lui donne la totalité de notre budget et que les Africains restent mourir. Je crois que si les Africains meurent, ça fait quoi au FMI? Ils s'en foutent royalement, ils font ça depuis 60 ans. Les Africains meurent tous les jours. Est-ce que vous les entendez faire quelque chose pour les Africains? Pas du tout. Il faut avoir un peu le courage de gérer nos pays. Et donc, la question de l'inflation, la seule réponse, tous les leviers qu'ils ont dit là, on va faire ci, on va faire ça, ils savent. Si vous demandez à n'importe quel économiste, il va vous dire que c'est du pipeau, c'est du pipi de chat. C'est pas ça qui règle la question de l'inflation. La question de l'inflation dans le contexte du franc CFA, c'est que nous créons notre propre monnaie. Point. Deuxième chose, vous parlez du prix de l'économie. Vous dites que l'inflation là est liée au prix de l'énergie. Quelle énergie? Vous utilisez quelle quantité d'énergie ici? Vous avez une capacité de production, une capacité électrique d'industrialisation qui fait à peine 26 minutes au Cameroun par an. 26 minutes par an. Capacité électrique d'industrialisation, c'est des grandeurs économiques très particulières. 26 minutes. Avec 26 minutes de production d'électricité par habitant, c'est ça que vous avez créé quoi? Rien du tout. Et donc, du coup, le problème de fond que nous avons, lorsque vous parlez de l'énergie, c'est que vous avez des gens dans cette gestion particulièrement incompétente qui vont donc dire, nous on va subventionner le carburant au lieu de réhabiliter la Sonara pour que la Sonara raffine le carburant. Il y a quand même un problème là. Vous avez du pétrole chez vous, mais raffinez-le. En le raffinant vous-même, vous pouvez contrôler les prix. Le problème, c'est que vous n'arrivez pas à contrôler les prix. Pourquoi? Parce que vous avez une bande de copains à qui vous donnez cette subvention chaque année pour qu'ils importent du carburant. Prenez cet argent, réhabiliter la Sonara, c'est 1000 milliards. On vous met 700 milliards, des centaines de milliards dans le budget. On va subventionner des gens qui vont l'importer. Pourquoi vous voulez importer quelque chose que vous pouvez raffiner vous-même chez vous? Parce que vous avez tout un budget dans lequel vous n'avez aucune activité industrielle. Prenez ce budget, relisez-le. Il n'y a aucune activité industrielle. Mais monsieur, le développement, c'est quoi? Après, on vous brandit le SND 30, où on va développer le pays. Développement, ça veut dire industrie. Si vous n'avez pas d'industrie, vous ne développez pas le pays. Donc, un budget qui n'a pas d'industrie n'est pas un budget de développement. Et puis, les gens vont vous dire, oui, on met les droits d'assises sur telle chose, rendre les produits importés beaucoup plus chers. Mais personne n'a développé son pays comme ça, monsieur. Parce que si vous faites ça, vous vous coupez des chaînes de valeur internationale et du commerce international. La chose que vous avez à faire, ce n'est pas ça. La chose que vous avez à faire, c'est de créer les industries chez vous qui vous permettent d'avoir les produits que vous importez. À partir du moment où vous avez les industries chez vous qui produisent, qui fabriquent ces produits-là, vous ne les importez plus. Parce que vous allez mettre en place un certain nombre de dispositifs comme les barrières non tarifaires qui sont fondés sur les normes et non pas sur les choses comme les droits d'assises, etc. Vous mettez les choses sur les normes. Je vous rappelle, si vous faites des jus d'orange avec les oranges du Cameroun, ça n'entre pas au Maroc. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le même type d'orange et ils vont vous dire que ça n'a pas le même goût. Donc, vous voyez qu'ils n'ont pas parlé d'argent. Ils n'ont pas parlé de droits d'assises. Ils vous ont parlé de normes. Ils vous ont parlé de barrières non tarifaires. Mais qu'est-ce qui se passe à Yaoundé là? Les gens, ils racontent des choses. Ils vous sortent un budget. Comment vous pouvez dépenser 6 700 milliards sans même mettre en place un petit truc, une petite quelque chose qui transforme ne serait-ce que les macabos? Mais vous êtes dans quel pays là?
Merci beaucoup, Yam Timba. Nous allons poursuivre et donner l'occasion à un autre panéliste de réagir. Nous sommes en pleine S&D30. On a commencé en 2020. En 2030, on devrait y arriver. Et en 2035, on devrait être émergent. J'aimerais quand même faire remarquer que depuis plusieurs années, on était à un budget de 4 000 milliards. On piétine un tout petit peu. Chaque année, on augmente un tout petit peu. On est à moins de 10 000 milliards. En 2030, c'est dans 6 ans pratiquement, nous aurons eu besoin de 88 000 milliards pour réaliser les projets de développement. Il a dit que la transformation structurelle de l'économie camerounaise et 2035, c'est pas loin, c'est dans 10 ans ou dans 11 ans. Nous sommes en 2024, on n'a pas encore atteint 10 000 milliards. Comment on fait? Bien, avant de répondre à votre question, je voudrais apporter 2 précisions. D'accord, la première, c'est que sur la subvention des produits pétroliers, on passe de 400 milliards à peu près dans le budget 2023 à, je crois, 150 milliards dans le budget de 2024. Donc il y a une baisse significative qui est consécutive au fait qu'il y a eu un relèvement des prix du carburant l'année dernière, mais aussi que dans la prévision budgétaire, on considère que les prix du carburant à l'international vont baisser. La deuxième chose, c'est que le processus de restructuration de la Sonara est enclenché et que la poursuite de ce processus est mentionnée dans le budget 2024 comme étant un objectif prioritaire. Donc je crois que le gouvernement ne perd pas le nord en la matière. Maintenant, vous me posez la question de savoir comment est-ce qu'on fait pour financer la S&D30 dont les projets sont évalués à peu près à 88 000 milliards. 88 000 milliards. Ce sont des besoins de financement qui sont conséquents. La plupart de ces projets-là sont des grands projets de seconde génération. Je crois que lorsque vous lisez l'exposé des motifs du projet de loi de finances 2024, l'accent est d'abord mis sur l'achèvement des grands projets de première génération. Parce que nous avons un certain nombre de grands projets de première génération qui ne sont toujours pas achevés et il faut faire l'effort de les parachever. Qu'on baptise d'éléphants blancs, par ailleurs. Ceux qui les baptisent d'éléphants blancs, il faudrait qu'ils nous expliquent sur la base de quoi. Il y a des projets qui ont des retards, il y a des projets qui ont des surcoûts, mais tout cela est documenté. Mais le fait qu'il y ait des retards ou qu'il y ait des surcoûts, ça n'en fait pas un éléphant blanc, parce que si vous dites un éléphant blanc, ça signifie que le projet ne va pas apporter la plus-value qu'il est supposé apporter. Mais la plupart des projets, et ça se voit ici comme ailleurs, connaissent souvent des retards et des surcoûts. Ce n'est pas souhaitable, mais ça arrive aussi chez nous comme ça arrive ailleurs. Maintenant, il me semble que le gouvernement a une stratégie simple et que le financement de la S&D30 n'est pas simplement adossé sur les projets de budget d'année en année. Donc, je crois que le ministre des Finances travaille, et on a vu récemment, dans le cadre du PREF-CEMAC, qu'il y a eu un appel de fonds qui s'est fait à Paris, et que dans le cadre de cet appel de fonds, ils ont atteint un objectif de, je crois, 108% des fonds qui étaient attendus. Ça, c'était pour le financement de projets communautaires, c'est-à-dire les projets CEMAC. Et je crois que c'est la même stratégie qui va être mise en place pour financer un certain nombre de projets. Je rappelle d'ailleurs, pour sortir de là, que dans notre projet de loi de finances, vous avez un endettement qui est estimé à peu près 1500 milliards. Sur les 1500 milliards, vous avez à peu près 900 milliards qui sont des prêts, qui seront des prêts sur projet. Donc, l'essentiel, l'endettement va à la réalisation d'un certain nombre de projets. Et puis, dernière chose, je crois que à partir du moment où le PIB s'améliore, vous avez effectivement la possibilité de taxer davantage. Et contrairement à ce que mon ami disait, si vous êtes un influenceur et que vous gagnez de l'argent, si vous le faites sur Internet, si vous le faites sur Facebook, il est normal que vous
payer des impôts là-dessus. Si vous gagnez de l'argent, vous devez payer des impôts et des taxes sur ces activités. Il n'y a pas des individus et ça ne doit pas entraîner un surcoût. Parce que vous vous enrichissez et quand vous vous enrichissez... Il faut imposer, il faut une imposition. Il est normal que vous contribuiez au pot commun parce que le budget, c'est le pot commun et nous tous, nous y contribuons plus ou moins. Moi, je dis, quand vous avez une vendeuse de poissons qui entre chez Congelcam, elle vous achète un maquereau à 1500 et elle vient vous le vendre à 3000 francs, il faut qu'elle paye des taxes là-dessus parce qu'elle a créé, elle vous a ponctionné de 1500 francs en plus. Bon, si on enlève un certain nombre de charges, on va peut-être dire que sa marge nette, c'est 1000 francs. Mais sur ces 1000 francs, il est normal qu'on l'impose et qu'elle paye quelque chose. Vous faites bien de parler justement du poisson. D'après les dernières statistiques, le Cameroun en a encore importé plus que d'habitude, par dizaines de tonnes, et nous sommes en plein dans la SND 30. Vous savez, l'importation du poisson fait partie des denrées qui déséquilibrent la balance commerciale. J'aimerais demander à Alexis Medjiwan, vous êtes sur le terrain. Ça fait 3 ans qu'on parle de la SND 30, on parle de la transformation structurelle, on parle de l'indépendance de la consommation locale des importations. Que constatez-vous sur le terrain 3 ans après? Résultat, qu'est-ce que ça produit? Bon, étant sur le terrain, je vais peut-être vous surprendre, et surprendre, mais plus particulièrement M. Timba. J'ai écouté son discours. Il a semblé dire que notre budget ne sert à rien, si je me le résume. Bon, c'est un peu dur. Oui, c'est un peu dur peut-être de se résumer. Ce sont des incompétents qui l'élaborent. Ce sont des incompétents qui l'élaborent. Voilà. Non, qu'il y a une incompétence dans son élaboration. Très bien. C'est Ce que je veux dire, étant sur le terrain, pour revenir à votre question. D'accord. Moi, je pense plutôt, en tant que technicien, que notre budget, nos lois offrent beaucoup d'opportunités. C'est juste que, à un moment donné, dans les discours, nous semblons confondre le choix économique ou bien le choix de gestion étatique qui a été pris, qui est un choix de libre marché. Ce qui signifie qu'en fait, n'attendons pas que dans des secteurs stratégiques qui peuvent booster notre industrie, que ce soit forcément l'État. L'État interventionniste, direct et fini. L'État plutôt crée des cadres et pour permettre aux privés de saisir des opportunités à travers des textes, à travers les lois de finances, pour investir. On peut peut-être reprocher à notre État de ne pas souvent, très souvent, mettre sur pied des forums qui puissent booster et attirer l'attention, informer sur les opportunités nationales et même étrangers sur ces opportunités. Vous vous souvenez, il n'y a pas longtemps, la directrice de l'agence de promotion d'investissement était à Douala pour évaluer un certain nombre de projets qui ont bénéficié des mesures incitatives de l'agence de promotion d'investissement et de l'État au travers de la loi d'incitation aux investissements. Entrée en vigueur en 2014. Le constat qui avait été fait est que sur l'ensemble des entreprises qui, depuis 2013, 10 ans déjà, ont bénéficié de ces mesures, près de 90 étaient des entreprises étrangères. Pendant que nous, les nationaux, nous ne saisissons pas ces opportunités, les autres les saisissent. Et puis, ce n'est pas un budget de venir, c'est un budget de l'État. Le budget de l'État, pour moi, vise avant tout à doter l'État d'un certain nombre de ressources qui le permet de fonctionner. Accessoirement, maintenant, l'État, c'est prévu dans le budget, peut venir en subvention à certaines entités privées. Mais c'est ça la première mission. Pour revenir au fait qu'il est balayé aussi facilement, le fait qu'on n'atteint pas assez. Il a fait peut-être il a fait une projection un peu exponentielle ou bien exagérée de ce qu'on se serait attendu comme recouvrement des recettes. Je tiens à dire que saluons déjà cet effort. Vous vous rappelez, l'ancien directeur général des impôts, venu faire une évaluation de ses 10 ans à la tête de la direction générale des impôts ici à Douala, avait fait remarquer que quand il prenait cette direction, il a multiplié par 2 les recettes en moins de 10 ans. Saluons cela pourquoi? Parce que je vous assure, nos industries, nos entreprises, nos contribuables n'ont pas encore, du fait que les secteurs clés ne sont pas encore suffisamment pourvus, l'assiette
des impositions n'est pas encore solide. Et l'informel semble dominer encore notre économie. Et c'est ce qui justifie que le Cameroun, en matière d'industrialisation, soit derrière le Gabon, soit derrière la Guinée équatoriale, soit derrière le Congo. Oui. Je dis qu'il faut le saluer. Pourquoi? Parce que je veux même aller plus loin. Ça devait quand même faire pâlir, non? Parlant toujours des recettes. Vous Ça verrez devrait vous permettre de diluer les votre optimisme. administrations chez nous, comme l'administration des douanes, qui ailleurs joue d'abord une mission protectionniste. Chez nous, l'administration des douanes a une mission de recouvrement. C'est-à-dire, vous avez l'impression que la douane a d'abord pour première mission de recouvrer les douanes. Donc, avec tout cela, je suis surpris qu'on puisse dire ici que nos gouvernements n'ont pas fait des efforts en termes de recouvrement. Je pense pour ma part que sur ce plan, ces efforts ont été suffisamment faits au point où certaines entreprises pensent même, surtout le GICAM, qui sont même imposés. Donc, comme pour dire que sur ce plan, véritablement, il faut saluer cela. Et puis, et pour peut-être le satisfaire, c'est ce qui justifie aussi que d'année en année, la part des recettes internes attendues vont toujours croissant. Vous allez voir que dans notre budget, j'attire votre attention, dans le budget 2004, on a l'impression qu'il n'a pas augmenté, parce qu'il n'augmente que de 13 milliards en valeur absolue. Mais vous verrez qu'en interne, s'agissant des ressources internes, par contre, il y a une augmentation de plus de 400 milliards. Donc c'est pour dire que davantage on attend de ces services des impôts qu'ils puissent prendre des dispositions pour augmenter le recouvrement des recettes. Merci beaucoup Alexis Méjouan. Nous allons consacrer les dernières minutes de cette émission pour analyser la repartition de l'enveloppe aux différents départements ministériels. Le ministère des Travaux publics se taille la part du lion avec un peu plus de 500 milliards de francs CFA. Il a 8% du budget général. Et Yamtimba, vous êtes de ceux qui se plaignent de ce que le patrimoine routier camerounais est désuet. On dit la route ne tue pas, mais de plus en plus, on se rend compte que la route tue. Les routes bitumées au Cameroun, on est seulement à 8,1%, si ce sont les données qui sont exactes, justement. Ouais. Le ministère de la Défense arrive en 4e position. Pour vous, ça semble de bons choix. D'aucuns disaient par exemple que nous sommes dans un contexte de crise. Boko Haram n'a pas disparu. Dans le nord-ouest, dans le sud-ouest, il y a encore de la guerre, entre guillemets, et que le ministère de la Défense se retrouvant en 4e position, le ministère des Travaux publics en 1re position. Comment vous analysez cela? Bon, encore une fois, ça ne va pas être agréable à entendre, hein, mais c'est une mauvaise structure budgétaire, simplement. Vous êtes en guerre depuis un certain temps, ou disons, vous gérez des conflits armés depuis quelque temps. Vous êtes en crise. Vous êtes en crise. Crise sécuritaire. Faisons comme on veut, appelons ça comme on veut, crise sécuritaire, qui vous oblige, qui vous amène à une certaine intensité, une certaine intensité d'utilisation d'armes. Et depuis tout ce temps-là, vous n'avez pas pensé ne serait-ce que créer une petite usine qui fabrique des munitions? Ça aussi, on doit le dire aux gens. On doit le dire aux gens. Alors que vous en utilisez tous les jours. Vous n'avez même pas une petite usine. Vous n'avez pas pensé faire ne serait-ce qu'une petite usine pour fabriquer les chaussures des soldats. Mais une petite usine. Mais madame, ce n'est pas un budget. C'est pour ça que je vous dis ça. Je parais peut-être dur, excessif, mais je ne peux pas me permettre comme monsieur... Alexis Méjouan. Non, vous êtes Camerounais, laissez-les. Méjouan. Comme monsieur Méjouan. Méjouan. Je ne peux pas me permettre, comme lui, d'avoir une analyse qui donne des bons points à des gens qui ne font pas leur boulot. Il y a des standards internationaux, vous ne les respectez pas, vous ne les atteignez pas, monsieur, vous n'avez pas fait votre boulot. Je ne vais pas commencer à vous dire, on dit que les standards c'est 10, vous êtes à 2 parce que vous êtes passé à 3 jours. Je commence à dire que non, vous êtes très fort. Pas du tout. Vous devez vous mettre au même niveau. Donc, je regarde tout cela et j'entends le ministère des Travaux publics, il doit, d'abord à mon avis, ça ne devait même pas être un ministère, ça devait être il ne devrait pas y avoir un ministère comme celui-là. Mais on a tendance, on a ce budget qui ne tient même pas compte du fait qu'on a une décentralisation. Donc, vous comprenez même pas. Le ministère de la décentralisation a vu son budget passer du simple au double. Quoi? Pour faire quoi? De 50 à 100 milliards. Pour faire quoi? Si vous voulez avoir un budget de développement de ce pays,
Vous avez 6 700 milliards, vous en mettez 40% pour les collectivités territoriales décentralisées au moins, directement gérées là-bas. Parce que ces gens connaissent les besoins du dernier village mieux que n'importe quel fonctionnaire de Yaoundé. Et ils sont donc les mieux placés pour satisfaire ces besoins. Mais vous avez un ministère des Travaux publics, il a plus de 500 milliards, près de 600 milliards. Il connaît les problèmes des routes de mon village. Le ministre et ces gars-là, ils connaissent où se trouve mon village. Pas du tout. On dit que là où le développement suit, peut-être c'est un projet de développement. Le problème n'est pas là. Sur les routes bitumées que nous avons, 44% sont endommagées, sont impraticables. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas les classer dans la catégorie de routes. Seuls 8% sont bitumés. Sur les 8% des routes qui sont bitumées, 44% sont impraticables. Ça veut dire qu'en fait, on a 4000 km de routes qui sont des routes normales. On n'en a pas. Donc, vous avez tout cela. Et la question que je pose tout le temps, lorsque le ministre, vous avez 600 milliards environ, vous voulez faire les routes. Vous n'arrivez pas à produire le bitume à la Sonara. Vous faites quoi? Si vous avez 150 milliards à mettre, c'est une question purement financière. Vous avez 150 milliards à mettre dans les subventions sur le partage. Vous utilisez comme effet de levier et vous pouvez lever 1500 milliards. Vous réglez le problème de la Sonara. Dans le budget là, vous avez vu où qu'on va financer la Sonara? On a dit qu'il y a un processus. Mais le Cameroun est un pays de processus, c'est un cimetière de projets. Quand tout à l'heure, Madame Naoussi vous parlait d'éléphants blancs. Ça a l'air d'être quelque chose d'anecdotique, mais quand elle le dit, c'est très sérieux. Prenez ce pays, ne serait-ce que sur ce que le public connaît le mieux. Prenez tous vos stades que vous avez construits là, pendant la Coupe des Nations, tous vos aéroports que vous avez dit, que vous avez réhabilités. C'est où? L'argent est passé où? Vous arrivez dans des aéroports, les herbes sont partout. Vous allez voir les charges, etc. Ce que je vais dire par là, Madame Naoussi. Voilà, pour sortir. S'il vous plaît. C'est que le tout n'est pas de dire tel ministère a connu une augmentation. Ça sert à quoi? Pour faire des routes, les travaux, pour faire des routes, il faut des choses comme du bitume. Est-ce que dans le budget, là, on a prévu d'en produire au Cameroun? Non. Pour faire des routes. Pouzolan, ainsi de suite. Pour faire des routes. Pouzolan n'est qu'un des composants. Le composant essentiel, c'est pas ça. Pour faire des routes, il faut par exemple des garde-fous. On a prévu de faire ça. Pour faire des routes, il faut des engins lourds, il faut des choses comme ça. Est-ce qu'on a prévu, ne serait-ce qu'alors que nous avons de l'EVA quelque part là, est-ce qu'on a prévu même de faire ne serait-ce que des pneus? Ne serait-ce que des pneus de camion ou des pneus d'engins lourds. Est-ce qu'on a même prévu ça? Rien du tout. C'est-à-dire que quand vous posez donc la question de savoir, mais ces gars qui ont rédigé ce budget-là, quel est leur problème? Est-ce qu'ils pensent que, j'entends M. Métiouan dire, oui, le budget c'est pour aider l'État à fonctionner. Non, monsieur, ça c'est les camerounaiseries. Vous croyez que vous avez déjà vu le budget de l'État chinois? Vous croyez qu'en Chine, là, le riz que vous mangez ici, importé de Chine, vous croyez que pour l'essentiel qui le produit, c'est des privés? Monsieur, c'est l'État chinois qui construit la Chine, l'État indien, l'État russe, etc. Nous, ici, on dit l'État doit laisser les privés faire, mais les privés n'ont pas de ressources, monsieur. Celui qui a les ressources longues, c'est l'État. Celui qui a la bonne connaissance, toutes les études de faisabilité, c'est l'État. Donc, on ne peut pas dire que l'État doit avoir un budget qui permet de payer les salaires. Non, pas du tout. L'État doit avoir un budget qui permet de construire des usines. C'est ce que la Chine fait. Et c'est grâce à ça qu'en 70 ans, la Chine est passée. En 1949, la Chine était plus pauvre que l'Albanie. Vous savez où se trouve l'Albanie? La Chine était plus pauvre que l'Albanie. Aujourd'hui, c'est la première puissance économique du monde. Et ils ont sorti 1 milliard de personnes 5 de la misère. 5, je finis. Oui, 5 secondes. L'autre chose que vous dites, mais non, il faut mettre l'État du Cameroun devant ses responsabilités, devant son incompétence. J'insiste sur le mot incompétent parce qu'on a des standards et ils n'arrivent pas à les atteindre et ils veulent quand même qu'on leur trouve des excuses. J'aimerais sortir en donnant la parole à Patrick Rifoué sur ce plateau. On a parlé du budget du ministère de la décentralisation qui passe du simple au double. À quoi pourrait-on s'attendre dans les prochains jours dans le processus de décentralisation au Cameroun? On a tout le temps parlé des transferts qui n'arrivent pas. Oui, mais je pense qu'il est mentionné dans le projet de loi de finances qu'il y ait un parachèvement
du transfert des compétences et donc des ressources, ce qui ouvrirait peut-être la voie à une modification du projet de loi des finances lors de la session de juin, puisque vous ne pouvez pas transférer les compétences sans transférer les ressources, ce qui a été prévu dans le texte portant code de décentralisation. Merci beaucoup. Ça fait 27 ans. Merci beaucoup. Merci, messieurs, d'être venus. Merci. Patrick Rifoué, vous êtes communicant du RDPC, vous êtes enseignant de communication à l'Université de Douala. Alexis Medjouan, expert fiscal agréé CEMA. Kriam Timba, philosophe universitaire également. Merci d'avoir participé à ce débat. Lundi prochain, nous serons à nouveau des vôtres, mais demain, vendredi, retrouvés. Mathieu Fangwa dans le débrief sport. Je vous retrouve très bientôt avec le même plaisir. Restez en compagnie des programmes du Canal 2 International, mais ne décrochez pas à 19h50. Vous avez le rendez-vous avec le journal grand format. Alain Ghislain Kanga vous attend à 19h50. Portez-vous bien et à lundi.